Honnêtement, je suis extrêmement surpris de voir tant des gens qui veulent entendre un juriste. Après tout ce qu'on voit, vous voyez, je vois beaucoup de cynisme en fait chez les gens par rapport au droit international et avec raison. Très souvent, même si je voudrais effectivement discuter cette idée, l'idée du cynisme envers le droit international. Et d'abord, je m'appelle Emilio Davel, je suis palestinien, je suis né au Chili. En fait, si vous me permettez, je préfère parler plus fortement, mais pas utiliser ça, parce que sinon ça me limite énormément. Eh oui, laissez-le. Ouais, d'accord. C'est bien comme ça. Et donc, je m'appelle Emilio Davel, je suis palestinien, né au Chili. Ça fait très longtemps que j'enseigne le droit international, les droits de l'homme, le droit constitutionnel, plus d'années que je dirais me rappeler en fait. Et je l'ai fait en Palestine pendant 11 ans, où je suis retourné en 2007 et je suis resté jusqu'en 2018 quand les autorités israéliennes m'ont menacé de déportation. Et donc j'ai pris mes filles qui habitaient la Palestine avec moi et on est parti au Canada. Depuis, j'enseigne le droit international au Canada, mais aussi en Palestine, en ligne en ce moment, parce que c'est très difficile d'y aller, et c'est pas la peine, parce que même les étudiants ne peuvent pas, très souvent, ne peuvent même pas arriver dans les campus. Donc, il y a beaucoup de cours qui se donnent en ligne, et j'en donne 2 en ce moment, que je finis là le mois prochain. Droit international, droit de l'homme. J'ai enseigné aussi à New York quelques années, à Columbia University, et en ce moment j'enseigne au Canada, à Toronto, à une université qui s'appelle York University. Voilà, je voulais commencer en fait pour vous raconter en vous racontant je m'excuse d'avance parce que tout ce que je travaille et je pense en fait c'est en anglais et donc tout ce que je vous dis c'est vraiment la traduction qui est faite sur le moment. Donc il y aura des mots peut-être qui vont m'échapper, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir. Je voulais commencer par 2 anecdotes en fait, juste faire référence à un des poèmes qui a été lu aujourd'hui, qui d'ailleurs je tenais à dire que ça m'a énormément touché. M'a mis des larmes encore. Sûrement parce que vous me rappelez mes filles et leur attachement à la Palestine. Et je voulais faire référence à ce poème parce que le débat donc, qui a été énoncé, qui s'est produit en Israël après. Je crois que le poème a été écrit en 1987 ou 8, donc tout au début de la première intifada. Et vous voyez le titre dit, le titre c'est les passants des mots. Passant parmi les paroles passagères. Parmi les paroles passagères. Et effectivement, ça avait été interprété en Israël comme une répétition du slogan jeter les Juifs à la mer, etc. Et donc ça a causé un tollé. Et je voulais vous raconter donc la réaction de Lallouche par rapport à ce débat-là, que pour moi compte comme un exemple sûrement des plus puissants pas seulement de son pouvoir artistique, comme poète, mais de son pouvoir intellectuel, le même pouvoir intellectuel qu'il a exercé pendant des années sur les Palestiniens. C'est Lallouche, parmi d'autres, qui a écrit la déclaration d'indépendance palestinienne en 1988, et c'est Lallouche qui a été au Conseil de l'OLP jusqu'à ce qu'il a renoncé et il a démissionné.
Et il a été vraiment une inspiration pas seulement artistique pour les Palestiniens, mais intellectuelle et politique. Et donc, pendant ce débat en Israël, il y a Shamir, qui était le premier ministre d'Israël à l'époque, parce que la Knesset, qui est le parlement israélien voulait discuter le poème pour montrer au monde que les Palestiniens insistaient sur des positions antisémites, etc. Et Shamir s'est opposé à que ce débat se tienne à la Knesset, et il a dit dans une déclaration publique: je ne permettrai pas que les mots de ce poète terroriste salissent les archives de la Knesset. Donc, voilà, donc le débat ne se tient pas à la Knesset, et quelques mois après, il y a un journaliste français, juif, qui vient interviewer Darwish, et qui, d'une façon qui avait très clairement un parti pris, il lui pose des questions. Vous pouvez trouver, en fait, parce qu'il y a un bouquin qui a été publié qui s'appelle L'affaire du poème, qui a été publié en français, en fait, qui s'appelle L'affaire du poème. Et là, Darwish raconte donc sa réaction, et on publie en même temps l'interview que ce journaliste français lui a fait. Et on voit, et c'est là que je voulais en venir, le pouvoir intellectuel d'une pensée décoloniale, en fait. Darwish, sans le dire, en fait, avait une très puissante pensée décoloniale. Et donc, un des exemples, c'est cette conversation qu'il tient avec ce journaliste. Et le journaliste lui demande alors, tu dis que la Palestine c'est ton pays? Et Darwish lui dit, oui, bien sûr, la Palestine c'est mon pays. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui t'a dit que la Palestine n'était pas mon pays. Et il dit, non, mais tu dis que toute la Palestine est ton pays. Et il dit, bien sûr, toute la Palestine est mon pays. Pourquoi? Quel est le problème? Et il dit, mais le problème c'est que si toute la Palestine est ton pays, où est mon pays? Et Darwish lui répond, parce que je crois que c'est un exemple que je donne tout le temps à mes étudiants, de pensée décoloniale, c'est-à-dire le rejet même du discours, du format linguistique, du format politique qu'on peut donner à notre pensée. Darwish lui dit, c'est à toi de me dire dans quelle partie de mon pays veux-tu construire le tien. Vous voyez, pour moi, c'est un exemple d'une simplicité, d'une puissance qui est, d'une certaine façon, inégalée ou seulement égalée par d'autres exemples. Par exemple, Kanafani, vous l'avez sûrement vu, comme le journaliste australien lui dit, mais pourquoi tu ne parles pas avec... il lui demande avec qui? Oui, avec les autres, pour arrêter de souffrir. D'arrêter de souffrir. Quelle souffrance? Celle des Palestiniens qui sont dans des camps de réfugiés depuis 60 ans, ou 50 ans, ou 40 ans. Et Kanafani dit à la fin, tu ne parles pas de négociation, tu parles de sereine, de rendition. Et ça, c'est inacceptable. Et il dit, le journaliste lui dit, mais au moins, les gens vont arrêter de mourir. Et Kanafani lui dit, et ça c'est plus important. Et Kanafani lui dit, peut-être pour toi. Mais on est prêt à mourir. On n'a pas peur de mourir. D'une certaine façon, ce que nous arrive, c'est la mort. Bon. Ça, d'abord. Deuxièmement, je voulais dire, je ne sais pas si la personne qui a fait, je ne sais pas si c'était du théâtre, mais au début ça ressemblait à une pièce de théâtre, et je voulais lui dire que j'ai beaucoup aimé son intervention. J'ai beaucoup aimé son intervention, ça m'a paru une narration très intéressante de la politique française à travers les yeux juifs. Et vraiment, merci pour ça.
comme quoi on peut faire une histoire française à travers les yeux juifs. C'est intéressant. Et je voulais aussi dire que si vous êtes devenu juif l'an 2000, moi je suis devenu palestinien, je crois que l'année 1978. Et je voulais juste vous raconter comment je suis devenu palestinien. Mes deux parents sont palestiniens, mais d'une certaine façon, je suis devenu palestinien en 1978 parce que j'étais un Palestinien sans le savoir au Chili, né au Chili, ma langue maternelle est l'espagnol. Je ne parlais aucune autre langue, mais je voyais que mon grand-père et beaucoup d'autres membres de ma famille avaient un accent bizarre. Et qu'ils s'habillaient d'une façon qui était différente, que même la maison de mes grands-parents et de mes parents était différente de la maison des parents et des grands-parents de mes amis. Et il y avait une dimension de cette histoire palestinienne au Chili qui était très ennuyante pour moi, c'est parce que pour des raisons historiques et administratives, les Palestiniens du Chili, peut-être vous le savez, au Chili, on a la communauté palestinienne la plus grande du monde, en dehors du monde arabe. C'est-à-dire qu'on est 500 000 Palestiniens au Chili, dans un pays de 20 millions de personnes. Et on arrive à la fin du 19e siècle, le grand frère de mon grand-père arrive à la fin du 19e siècle. Mon grand-père arrive, si je ne me trompe pas, en 1904. C'était le petit frère. Et pour des raisons historiques et administratives, on nous appelait les Turcos. En Amérique latine, les Arabes, en général, sont appelés Turcs. Les Turcs. Pourquoi? Simplement parce que, effectivement, mes grands-parents ont quitté la Palestine avant le mandat britannique, donc la Palestine était sous domination ottomane. Et donc on arrivait avec des passeports ottomans, turcs, et donc turcs. Maintenant, depuis tout petit, mes parents, mon grand-père nous disaient, et nous forçaient même, à nous battre contre quiconque osait nous appeler Turcs. Alors vous voyez, tout le monde nous appelait Turcs. Et je n'étais pas très bon non plus pour me battre, alors je vivais plus ou moins avec un œil noir. Et je pensais que c'était partie de ma condition physique. Et j'avais, je sais pas, 10 ans, je crois, et je demande à mon père, mais c'est quoi cette connerie de se battre parce que tu n'es pas turco. Je lui dis, mais bien sûr, je sais que je ne suis pas turco, mais pourquoi se battre? Qu'est-ce qui est si important? Et de toute façon, je ne peux pas le faire. Et mon père, qui était le fils des Palestiniens, mais des Palestiniens qui voulaient que leurs enfants s'intègrent au Chili, et donc ils ne leur ont pas appris l'arabe ou la Palestine, il me dit, bon, écoute, moi, je ne sais pas, mais va demander à ton grand-père. Il faudra t'expliquer. J'arrive voir mon grand-père, 10 ans, et je lui demande, pourquoi est-ce qu'on doit se battre si on nous appelle Turcos? J'en veux plus. Et il me dit la même chose, il me dit, parce que tu n'es pas turc. Et je lui dis, grand-père, je sais, je suis chilien. Il me dit, non. Je lui dis, comment? Je ne suis pas chilien. Oui, bien sûr, tu es chilien, tu es aussi palestinien. Honnêtement, je ne savais pas ça, et je ne savais pas ce que c'était la Palestine, où c'était la Palestine. Et je lui dis, ah bon, on est palestinien d'où? La Palestine. Et elle est où la Palestine? Et il me dit, bah, c'est ton travail de la chercher. Et je repars chez moi. Et la première chose que je fais, c'est d'aller, vous savez, j'avais un mappa, mon livre, et je commence à chercher. Et il m'avait donné des pistes. Je ne trouve pas. C'est un endroit, on regarde un endroit qui n'existe pas. Et d'une certaine façon, depuis, on pourrait dire que je suis à la recherche de la Palestine. Vous voyez.
Bon, c'est pour ça que je suis rentré en Palestine. Avec mes enfants qui ont appris l'arabe et qui aiment cet endroit. Et j'aime l'idée qu'elles aiment cet endroit. Qui ont appris à aimer la différence, qui n'est pas facile en fait. Parce qu'en général, on aime ce qu'on connaît, ce à quoi on est attaché. Mais aimer la différence, parce que ma famille est une famille chrétienne de Palestine, en fait, d'un village à côté de Bethléem, Béjala. Et j'étais très fier d'emmener mes enfants avec moi en Palestine. Contre l'opinion de leur mère, je les ai enregistrés dans des écoles musulmanes, palestiniennes. Voilà. Et j'étais très fier de voir que mes enfants aimaient les musulmans. Vous voyez, qu'elles pouvaient aimer cette différence. Il fallait l'apprécier. Ce n'était pas une question de sympathie, ce n'était pas une question même de solidarité politique, bien sûr c'était une question de solidarité politique. Mais en fait, je voyais des êtres humains, mes filles, aimer d'autres êtres humains. C'est ça qui me rendait fier. Des êtres humains différents. Voilà, maintenant, je voulais vous raconter ces deux anecdotes parce que ça m'avait interpellé un peu par rapport au poème et l'âne, c'est ça? L'âne? Maintenant, je porte des mauvaises nouvelles par rapport au droit international. Mais des mauvaises nouvelles qui... je ne voudrais pas que ça vous fasse tomber dans ce que je combats, qui est le cynisme politique, qui est la pire des positions politiques, qui est de dire que le droit international ne sert à rien, pourquoi se sentir concerné par le droit international, vous voyez, il y a un génocide, et ça, rien n'a pu l'empêcher. Je vois ça énormément, je vois ça chez mes étudiants et je le combats. Et je le combats parce que je crois qu'il y a deux raisons très puissantes pour se sentir concerné par le droit international. L'une, c'est que peut-être on pourrait l'utiliser pour la protection des humains et la protection des droits de l'homme. Et c'est ça qu'on va discuter plus en détail. Donc ça, c'est une bonne raison pour s'occuper du droit international. Mais même si on pensait que le droit international ne nous est pas utile, il nous reste quand même une raison. Et cette raison, c'est que l'autre camp pourrait parfaitement, et en fait ils le font, utiliser le droit international contre nous. Et ça, c'est pas une abstraction, vous voyez. En fait, en 2003, on a utilisé la démocratie et les droits de l'homme pour justifier l'invasion de l'Irak. Aujourd'hui, on utilise les droits de l'homme, human shields et des concepts juridiques pour légitimer un génocide. La question de la proportionnalité, la question de la distinction dans le droit international, tous ces principes légaux, en fait, Israël les utilise pour en fait justifier ses actions. Donc, vous voyez, même si vous pensez que le droit international nous est complètement inutile, pensez au droit international comme une arme. L'arme est sur la table. Et nous, on peut l'utiliser, et les autres aussi. Et ils le font. Ils le font. Ça fait combien maintenant?
20 ans ou plus. Mais même Fanon, vous voyez, Fanon déjà dans la 5e année de la République, de la Révolution, nous disait, nous parlait, on pouvait entendre à cette époque déjà le discours du droit de l'homme pour justifier la colonisation, le massacre, etc. Les Français étaient là pour éduquer le peuple algérien, pour libérer les femmes algériennes de la domination, etc. C'était un discours des droits aussi qui a servi à coloniser et à justifier cette colonisation. Donc il faut vraiment, et c'est quelque chose que je dis à mes étudiants, en droit, qui sont absolument déçus et qui tombent très souvent dans des positions cyniques par rapport au droit en disant ça ne sert à rien, oublie, etc. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas parce que peut-être qu'il a un potentiel émancipateur pour nous, peut-être c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, mais même si ce n'est pas le cas, parce que c'est une arme qui est là, posée sur la table, et que si nous ne l'utilisons pas, l'autre va l'utiliser et au fait l'utilise. Donc il faut bien la comprendre cette arme. Il faut comprendre comment elle marche. Et c'est pour ça que je continue et j'insiste à enseigner le droit international, même si pour beaucoup ça paraît même une folie aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au droit international? Bon, et à nouveau, je porte des mauvaises nouvelles en fait. Mais je voudrais que vous ne voyiez pas mon intervention comme une sorte d'expression de pessimisme. Donc, que vous ne tombiez pas dans une attitude cynique, mais en fait plutôt une attitude critique envers le droit. Et je crois qu'une attitude critique, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce que le droit international est et comment il fonctionne, pourrait nous aider effectivement à le mobiliser en notre faveur, mais aussi à savoir anticiper ce que l'autre va faire ou pas, etc. Maintenant, beaucoup d'entre nous, moi-même, surtout moins aujourd'hui, et je vais vous raconter pourquoi moins aujourd'hui qu'au début, nous sentions même déprimés. Parfois, il y a des jours où j'ai du mal à me réveiller et enseigner le droit international. Parce qu'on voyait que le droit international, en fait, avait complètement échoué à Gaza. Oui. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que les nouvelles sont encore pires. En fait. Vous voyez, c'est que, en fait, si vous acceptez le raisonnement que je vais vous présenter, vous arriverez à la conclusion qu'en fait, à Gaza, le droit international n'a pas échoué. En fait, le droit international a travaillé exactement comme il était censé travailler. Et pourquoi ça? Et là, je commence ma présentation. Pourquoi ça? Comment ça se fait que le droit international n'a pas échoué, mais en réalité, il a marché exactement comme prévu à Gaza? Pourquoi je dis ça? Parce que mon argument, c'est de dire que la conclusion qui consiste à dire que le droit international a échoué à Gaza correspond, c'est le reflet d'une conception du droit international qui est intenable, en fait, qui est erronée, qui est historiquement erronée, en fait. C'est parce qu'on nous a appris à l'école, on nous a appris à l'université, les avocats, on est entraînés à croire, en fait, que le droit international a été créé parce qu'il y avait une préoccupation pour la justice, pour les droits de l'homme, et pour la paix dans le monde, que le droit international était là pour éradiquer la violence au niveau international, etc. C'est ça qu'on nous apprend, non? On est bien d'accord. Il y a des versions différentes ici et là, mais en général, on nous dit que le droit international est là pour la justice, pour la paix, pour le développement, pour les droits de l'homme. Mais en fait, quand vous regardez l'histoire du droit international et sa pratique aujourd'hui, en fait, ces deux éléments, cette histoire et cette pratique, nous parlent d'une histoire qui est complètement différente. Complètement différente. En fait, réfléchissez. Je suis sûr que tout ce que je vais vous dire, vous le savez.
quelles sont les premières expressions du droit international dans l'histoire contemporaine, pour ne pas aller trop loin, disons ce qu'on appelle la modernité, le XVIe siècle en avant, les Lumières, etc. Quelles sont les premières expressions du droit international? Bon, en fait, c'était pas des expressions de rejet de la violence ou de protection de la dignité. Non. Les premiers traités internationaux, les premières expressions du droit international ont été, par exemple, les traités entre l'Espagne et le Portugal pour se diviser le continent américain nouvellement découvert. Donc on a des bulles papales entre le Portugal et l'Espagne pour se diviser l'Amérique, en fait, découverte. Ça, c'est un début. Quel est un autre moment crucial de l'histoire, du développement du droit international? La traite d'esclaves. Pas pour l'interdire, vous voyez, mais pour la permettre, pour la réguler, pour la faciliter. Et donc on a, pendant le XVIIe siècle, des traités entre l'Espagne et l'Angleterre, parce que l'Espagne avait perdu une guerre contre l'Angleterre. L'Angleterre réclame en compensation que l'Espagne lui cède le monopole sur la traite des Noirs en Amérique. Milieu du XVIIIe siècle, effectivement, traité entre l'Espagne et l'Angleterre pour transférer à l'Angleterre le monopole de la traite des Noirs en Amérique. Ça, c'est un autre grand moment parce que la traite d'esclaves est venue avec d'autres développements et d'autres traités qui développent effectivement des normes internationales. Quel autre moment après? Et je ne voudrais pas juste vous donner quelques exemples, parce que de toute façon, après, ça ne fait que se répéter. Quel est l'autre moment important du droit international? 19e siècle, conférence de Berlin, 1885, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi la conférence de Berlin? C'est le reflet de ce qu'on a appelé, connu depuis, comme le Scramble for Africa. C'est-à-dire une conférence des pouvoirs coloniaux européens qui se mettent d'accord pour se diviser l'Afrique pour la colonisation. Et après, donc, si on continue, on voit la même chose. C'est quoi? C'est la Première Guerre mondiale. Le développement du droit international se fait par la violence. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Le droit international n'est que le reflet de cette violence. Vous voyez, donc quand on nous dit le droit international est là pour éradiquer la violence au niveau international, pour protéger la dignité humaine, etc. Bon, quand on apprend cette histoire, alors comment vous faites sens de ce qu'on voit aujourd'hui? On ne peut pas le comprendre. Et donc on tombe dans le cynisme politique et légal de dire ça ne sert à rien. Non, ça sert. Ça sert énormément, c'est une arme très puissante. Ça a servi à légitimer des empires coloniaux, par exemple. Non? Donc, c'est pas vrai que le droit international n'a pas de pouvoir. Non, le problème, c'est qu'il a été très successful, il a eu beaucoup de succès dans des entreprises avec lesquelles on n'est pas d'accord. Vous voyez, colonialisme, impérialisme, traite des Noirs et d'autres choses. Donc voilà comment l'histoire du droit international, la vraie histoire internationale, et non cette histoire normalisée, pacifiée et mensongère, en fait. Mais la vraie histoire du droit international nous montre que le droit international n'a pas été conçu dans le sens où on nous dit. Maintenant, la conclusion qu'on tire de cette histoire, c'est que le droit international est le produit de relations de pouvoir. Vous voyez? Maintenant, regardez la pratique du droit international. Bon, la pratique du droit international d'aujourd'hui nous montre que le droit international n'est pas seulement le produit de cette histoire des violences et des dominations, mais est aussi le reflet de cette histoire. Et ces pratiques du droit international d'aujourd'hui, effectivement, ne font que refléter ces relations de pouvoir. Regarde, Charte des Nations Unies. Oui.
La charte, article 1, établit des objectifs pour l'organisation. Un des objectifs, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais un des objectifs, c'est l'éradication de la violence au niveau international. C'est une promesse que la charte des Nations Unies fait. C'est une promesse. On est là parce qu'on va éradiquer la violence, parce que la misère de la guerre ne peut pas se répéter, etc., etc. Après, article 2 nous fait une autre promesse. Et l'article 2 de la charte nous dit que cet objectif ou ces objectifs doivent être atteints par les États membres selon certains principes. Okay? Article 2 de la charte. Et parmi ces principes, vous trouvez, le premier que vous trouvez, c'est l'égalité entre États souverains. Donc un principe fondamental qui est d'après la charte des Nations Unies régule les relations entre les États membres, c'est l'égalité entre États souverains. Mais voyez, la même charte, pas très loin, article 25, commence déjà à faire une différence. Parce qu'au moment de réguler le Conseil de sécurité de l'ONU, l'article 25 distingue déjà entre quelques États, 5, et les autres. Donc il y en a 5 qui sont permanents et les autres qui ne le sont pas. Donc on n'est pas égaux après tout. Hein. Il y a des permanents, des non-permanents, etc. Mais ça reste banal jusqu'à là, jusqu'à l'article 27, qui dit quoi? Qu'en fait les 5 permanents ont un pouvoir que les autres n'ont pas, qui est le pouvoir de veto. Et qui va détruire, en fait, cette promesse d'égalité. Vous voyez? Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le reflet de ça. Maintenant, on se pose la question juste pour clarifier. Je suis sûr que vous le comprenez, mais pour les plus jeunes, ces 5-là ont un pouvoir de veto parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ou parce qu'ils ont une conduite plus morale, plus éthique, envers la justice, l'universalisme. Non. Non, c'est parce que c'est des gagnants d'une guerre. En fait, ils ne font que, effectivement, refléter l'état de relations de pouvoir au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au point que, je ne sais pas si peut-être vous connaissez cette histoire, on dit qu'au moment de la conférence de Yalta, qui s'est produite avant la fin de la Deuxième Guerre, quand les Alliés déjà savaient qu'ils allaient gagner à un moment donné, on avait eu l'idée d'inviter le pape. Et il semblerait que Staline pose la question, pourquoi le pape? Il a combien de chars, le pape? Voilà, vous avez compris, le pape n'a pas été invité à Yalta. Donc, effectivement, vous voyez comment le droit international n'est pas seulement le produit de relations de violence, de pouvoir, de domination, mais en fait, ces pratiques reflètent ces mêmes relations. Et vous le voyez bien, le Conseil de sécurité va légitimer la violence ici, mais va criminaliser la violence là-bas. Il va dire que celui-là a le droit de se défendre, mais celui-là, il n'a pas ce droit, etc. Quelle est la conclusion que je tire de ça? Qu'en fait, le droit international, par son histoire et par sa pratique, en fait, n'a pas comme objectif l'éradication de la violence au niveau international, mais plutôt l'administration de cette violence. L'administration de cette violence selon des lignes coloniales et impériales et raciales. Et donc on le voit bien. Les Israéliens ont le droit de se défendre, même quand ils ne sont pas attaqués. Les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre, même quand ils sont effectivement attaqués. Etc. Vous le voyez, l'Ukraine, on les glorifie, la résistance ukrainienne, je crois qu'avec raison, même si je ne suis pas... Bon, c'est comme disait notre ami, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire, mais vous voyez comment en fait la violence, elle n'est pas, l'objectif n'est pas de l'éradiquer, mais plutôt de l'administrer.
Et si vous comprenez, vous acceptez ça et vous adoptez cette cadre d'interprétation et de compréhension, bah, du coup, on peut faire sens de ce qui se passe. Ah oui, effectivement, on comprend pourquoi Israël peut faire ce qu'ils sont en train de faire et les Palestiniens, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, c'est qu'ils sont forcés à aimer les Israéliens. Vous voyez, donc voilà, quand on adopte, je crois, cette maille, ce cadre d'interprétation, on comprend mieux ce qui se passe. Maintenant, est-ce que ça nous donne de bonnes nouvelles? Non, mais ça nous aide à comprendre. C'est déjà quelque chose. Vous voyez, on ne lutte pas complètement aveuglé par rapport à ce qu'on est en train de lutter contre. Voyez la conclusion, c'est de ça, c'est une conclusion extrême, peut-être, on peut la discuter, mais en fait, mes étudiants là récemment en Palestine me demandaient, professeur, est-ce que, d'accord, on est d'accord, on voit ce que vous dites, mais donc est-ce qu'on peut utiliser le droit international en notre faveur? C'est ça la question, parce que vous nous donnez une perspective qui est noire, en fait, et qui incite à l'abandon du droit international. Non. Non, pour les raisons que je vous donnais au début. Peut-être, et je ne suis pas sûr qu'il soit inutile pour nous, ne veut pas dire qu'il est complètement inutile pour notre côté. Mais deuxièmement, aussi, parce que même si effectivement la loi, dans le cas en l'occurrence le droit international, effectivement apparaît, et c'est paradoxal, parce qu'on veut combattre la violence, mais ce qu'on voit, c'est que la loi, en fait, elle-même est cette violence. Vous voyez, elle ne la véhicule pas, elle ne la permet pas, elle ne la facilite pas. Non, non, non. Le droit international est la violence contre laquelle on lutte. Parce que le droit international a été conçu et construit précisément par des rapports de violence, par rapport de domination et des relations de pouvoir. Mais est-ce que le droit international a une dimension émancipatrice? C'est ça la question. Maintenant, moi je crois que oui. Je l'ai vécu personnellement au Chili. Vous voyez, on a mobilisé le droit contre la dictature de Pinochet. Et il a été battu, le dictateur. Et il a été battu selon les mêmes règles juridiques et constitutionnelles qu'il avait construites lui-même, en fait. Bon, le fait qu'après les gouvernements démocratiques, etc., n'aient que administrer le légat de Pinochet, ça répond à d'autres questions politiques et légales particulières au Chili qui vont au-delà de... Mais le fait est qu'on a pu mobiliser avec succès le droit contre la dictature. Et donc je crois qu'effectivement le droit international a un pouvoir émancipateur et pour mobiliser ce pouvoir émancipateur, la première responsabilité, pas seulement des juristes, mais de tous ceux qui sont concernés par cette lutte, etc., c'est de comprendre. C'est de comprendre le droit international, de vraiment comprendre ce qu'il est et comment il fonctionne. C'est tout l'objectif de mon intervention aujourd'hui, peut-être de vous présenter quelques pistes qui aident à cette compréhension. Maintenant, mais, et c'est une autre conclusion que je tire de cette histoire et de cette pratique du droit international, c'est que ces deux dimensions que je vous ai décrites, ils nous emmènent à une seule conclusion. C'est-à-dire que si le droit international est le produit des relations de domination et de pouvoir, et si ces pratiques ne font que refléter ces relations de domination et de pouvoir, alors il y a une relation très étroite entre droit, particulièrement le droit international, et la politique.
Et donc, on est bien d'accord. Et donc, moi, et ça m'emmène à tirer une conclusion, c'est que le droit n'a que la force de la force qui est derrière le droit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, oui, on doit utiliser le droit, et le droit est là et pourrait nous aider. Mais pour ça, le droit doit être accompagné d'une forte mobilisation populaire, politique et sociale. C'est pour ça que je suis très content d'être ici, de voir, honnêtement, ça m'a ému de voir pas seulement qu'il y avait tellement de gens, mais qu'il restait m'entendre. Donc continuons avec cette travail de compréhension du droit international, parce qu'il y a une deuxième dimension qu'on doit considérer, et je vais essayer de ne pas être très long, mais qui concerne le rôle parce que ça a été aussi une autre source d'énorme frustration, qui est le rôle des institutions internationales dans le génocide à Gaza, et là je parle particulièrement des cours internationales. Parce que vous voyez, et j'étais surpris, après la première décision de la Cour internationale de justice sur les mesures conservatoires, donc janvier 2024, parce que cette décision a été reçue avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup d'enthousiasme par les Palestiniens, par des juristes palestiniens et par des juristes pro-palestiniens. Et moi, honnêtement, j'étais pas seulement très surpris, mais aussi un peu dégoûté et choqué de cette réception enthousiaste, mais complètement sans aucune critique, sans aucune distance critique de cette décision. Et pourquoi je crois qu'il faut une distance critique envers la décision de la Cour internationale de justice? Parce que vous voyez, la Cour internationale de justice nous a dit quelque chose qui ne fait pas de sens. Et donc la décision, pour moi, devient quelque part obscène. C'est-à-dire que la Cour internationale de justice nous a dit qu'il y avait une plausibilité qu'un génocide est en train de prendre place en Palestine, et que la situation était tellement terrible que ça méritait des mesures conservatoires. Ok, jusque-là, on est super, très bien. Mais la Cour, juste après, nous dit, et je vais dicter, donc indiquer ces mesures conservatoires. Et elle indique des mesures conservatoires, que Israël a l'obligation de faire tout dans son pouvoir pour éviter les tueries, qu'ils doivent faire entrer l'aide humanitaire, etc., etc. Qu'ils doivent respecter le principe de proportionnalité et distinction, etc., etc. Mais la Cour n'a pas indiqué la seule mesure et je ne voudrais pas dire qu'aurait arrêté le génocide, mais qui avait le potentiel d'arrêter le génocide, qui était le cessez-le-feu. Attends, non mais essayons de comprendre. Tu me dis qu'un génocide, plausiblement, est en train de prendre place en Palestine. Et la situation est tellement terrible que tu dois indiquer des mesures conservatoires. Et tu ne vas pas dicter la seule mesure conservatoire qui pourrait éviter le génocide, qui est le cessez-le-feu. Pourquoi? Et je crois que cette question, il faut se la poser. Pourquoi? La seule conclusion que je peux tirer, et d'ailleurs j'essaye de la montrer dans un article qui a été publié récemment, c'est que, en fait, la Cour internationale de justice est aussi croisée par les mêmes relations de pouvoir que le reste du système légal international. Que la Cour a eu peur, en fait, des sanctions, de la délégitimation, des accusations presque criminelles d'antisémitisme qui sont proférées à chaque fois qu'une Cour internationale décide contre Israël. On l'avait déjà vu donc avec la Cour pénale internationale, non antisémite, il faut la définancer, il faut, etc., qu'elle disparaisse. Bon, moi j'ai l'impression que la Cour internationale de justice a cédé aux mêmes peurs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des juristes qui ont essayé de justifier la décision en donnant des arguments de droit international qui pourraient, soi-disant, expliquer que la Cour n'avait pas indiqué comme mesure conservatoire de cessez-le-feu.
D'abord, ils m'ont dit, d'abord, ils me disaient, non, mais Emilio, tu te rends compte, c'est quand même une décision qui reconnaît qu'il y a possiblement un génocide, donc, tu vois, il faut qu'on l'utilise pour mobiliser pour les droits palestiniens. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Bien sûr, la décision de la Cour a des dimensions qui potentiellement pourraient être utilisées pour avancer les droits palestiniens, mais il faut qu'on fasse ça sans se leurrer, sans se mentir, sans ignorer que la décision de la Cour a aussi une dimension qui est terrible, qui est obscène et qui mérite une critique très forte envers la Cour. Rappelez-vous qu'à Nuremberg, on a aussi jugé des juges. Les juges, ils ne sont pas immunes aux responsabilités politiques et certainement pas aux responsabilités criminelles. D'ailleurs, la Cour internationale de justice, comme un organe des Nations Unies, est la plus haute instance juridictionnelle à l'ONU, a elle aussi une responsabilité de prévenir le génocide, c'est-à-dire l'obligation qui est établie dans la Convention contre le génocide de prévenir et de punir le génocide est aussi une obligation qui concerne la Cour internationale de justice elle-même. Donc voilà. Maintenant, regardons les arguments qui ont été avancés pour justifier le fait que la Cour n'indique pas le cessez-le-feu comme mesure conservatoire. Donc on a dit, je vais vous passer de détails et de tous les arguments, je vais me concentrer sur les plus importants. D'abord, la Cour n'aurait pas indiqué un cessez-le-feu, n'aurait pas ordonné un cessez-le-feu, disaient quelques juristes, parce que les cessez-le-feu requièrent d'être bilatéral ou multilatéral. La Cour ne peut pas, disait-il, ordonner à une seule partie d'un conflit d'arrêter de lutter. Et pourquoi ils disent ça? Parce que, et ils ont raison, ça pourrait mettre en péril le droit qu'un État a de se défendre. Si tu m'ordonnes, moi, d'arrêter, pas l'autre, bah, tu pourrais mettre en péril mon droit à me défendre. Moi, je disais à mes collègues, oui, bon, cet argument, il marche si effectivement tu es en train de te défendre, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'Israël. Vous voyez? Parce que la Cour, et ça c'est pas mon interprétation, c'est l'interprétation de la Cour internationale de justice elle-même en 2004, donc dans son avis consultatif à propos du mur. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la Cour a rendu déjà un avis consultatif à propos de la légalité du mur. Pendant cette procédure, Israël avait avancé un argument. Son argument principal était la légitime défense. Donc Israël disait le mur est construit parce que, en fait, on prévient le passage de terroristes et des attentats, et donc on le construit en légitime défense. La Cour internationale de justice, paragraphe 349 de la décision de l'opinion consultative, dit très clairement Israël, d'abord elle rejette cet argument, et les raisons, c'est qu'elle dit Israël n'a pas le droit d'invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la légitime défense, au regard des attaques qu'elle souffre provenant d'un territoire qu'Israël occupe. Pourquoi la Cour elle dit ça? Parce que la Cour elle comprend parfaitement que l'occupation elle-même est un acte d'agression. C'est un acte d'agression permanent. C'est pour ça qu'en droit international, l'occupation, elle n'est pas appelée simplement occupation, elle s'appelle occupation belligérante. Parce que c'est un acte belligérant en elle-même. Donc bien sûr, la Cour comprend que celui qui occupe, donc qui est en train de matérialiser un acte d'agression, ne peut pas invoquer l'article 51, le droit à la légitime défense. Bon, ça vous emmène à d'autres conclusions, mais je ne voudrais pas les tirer ici parce que je ne voudrais pas sortir menotté. Mais si, pour ceux qui sont près du droit ou qui comprennent le droit,
si tu dis qu'en fait Israël n'a pas le droit de se défendre, d'invoquer l'article 51, légitime défense contre des attaques qui proviennent d'un territoire qu'elle occupe, ça t'emmène à des conclusions au regard du 7 octobre et d'autres actions palestiniennes qu'on n'aime pas beaucoup en France. Donc je vous laisse en tirer cette conclusion. Maintenant, donc c'est pas vrai. Donc la Cour n'aurait pas ordonné un cessez-le-feu parce que ce cessez-le-feu a besoin d'être bilatéral ou multilatéral. C'est pas vrai. C'est pas vrai, pas seulement parce que l'article concerné du statut de la Cour, si je ne me trompe pas, c'est l'article 47, dit que la Cour peut prendre n'importe quelle mesure qu'elle estime nécessaire pour protéger les droits en question. Et cet article ne met aucune limite à ce pouvoir. Donc, d'après le texte lui-même du statut de la Cour, il n'y a pas de limite à ce que la Cour aurait pu faire. Donc, d'après le texte, la Cour aurait pu ordonner un cessez-le-feu. Mais en fait, il y a des précédents qui prouvent ça, en fait. Parce que la Cour a ordonné un cessez-le-feu dans le cas de la Russie-Ukraine. Ils ont ordonné un cessez-le-feu unilatéral de la Fédération russe dans le cas dans ce cas des génocides. Donc, effectivement, la Cour, on a des précédents, ce n'est pas juste une interprétation de l'article. La Cour a déjà ordonné des cessez-le-feu unilatéral, un cessez-le-feu unilatéral. Là, maintenant, mes collègues rétorquaient, oui, mais c'est différent, parce que le conflit de la Russie et l'Ukraine a commencé par une agression russe. Ben, c'est la même chose dans Palestine. C'est exactement la même situation en Palestine. Le conflit a commencé par une agression, qui est l'occupation. Vous voyez ? Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de différence. Donc, cet argument, il ne marche pas pour justifier le fait que la Cour n'enlève pas. Maintenant, l'autre argument, consistait à dire, oui, mais la Cour, elle est restée cohérente avec ses précédents. C'est-à-dire que la Cour n'a jamais, effectivement, ordonné un cessez-le-feu unilatéral, etc. C'est pas vrai. D'ailleurs, on l'a vu, elle l'a fait dans le cas de la Russie, l'Ukraine. Mais cette histoire, en fait, si vous prenez le temps de l'analyser, en fait, c'est comme si elle rajoutait insulte à l'injure. Parce que si vous comparez l'histoire des cas de génocide, donc Rohingyas au Myanmar, Serbia, Bosnie, dans les années 90, Rwanda, la Russie et Palestine, et la Russie et l'Ukraine, quand vous comparez tous ces cas, en fait, vous arrivez à une conclusion que, comme je disais tout à l'heure, rajoute insulte à l'injure. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que la Cour internationale de justice n'a jamais ordonné un cessez-le-feu quand le génocide affectait des Noirs ou des Marins. Mais, et vous me direz, oui, mais les Serbes, les Bosniens, c'est des Blancs. Oui, mais à l'époque, ils étaient les Arabes de l'Europe, vous voyez. Donc, ce qu'on voit en fait, par ce parallèle, quand on compare, c'est que la Cour n'a jamais ordonné un cessez-le-feu quand le génocide affecte des Noirs, des Arabes ou des Marins. Mais elle a eu aucun problème pour ordonner un cessez-le-feu quand la population génocidée est blanche et chrétienne. Vous voyez ? Bon, maintenant, c'est pas que la Cour a dit ça, c'est dans l'interprétation, mais c'est une interprétation plausible. En fait, elle est basée sur les faits. Tu n'as pas ordonné, dans aucun de ces cas-là, tu as ordonné un cessez-le-feu, et curieusement, tu l'as fait dans ce cas-là. Donc, voilà. Finalement, il y avait un autre argument qui consistait à dire, oui, mais de toute façon, c'est pas si mauvais que ça, parce que si tu lis la décision, tu te rends compte que la décision constitue par les faits un cessez-le-feu. Ah, ok. Donc il disait quoi? Il disait, si Israël veut vraiment
remplir l'obligation donc établie dans la décision de ne pas tuer des Palestiniens, de ne pas blesser des Palestiniens, de ne pas faire ceci ou cela, il faut bien qu'Israël arrête de bombarder. Il faut bien qu'il y ait un cessez-le-feu. Bon, ma réponse comme juriste, c'est, et les juristes le savent, que non. Bon, l'argument est très ingénieux. C'est vrai, il est très smart. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Mais il ne tient pas non plus. Parce que les juristes, nous savons que quand une cour veut que quelque chose se passe, elle le dit. Les cours ne laissent pas à l'interprétation des parties leur décision. Ça ne tient pas l'argument de dire oui, mais quand tu le lis, 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si la Cour avait voulu vraiment un cessez-le-feu, elle l'aurait ordonné, comme elle l'a fait dans le cas de la Russie. Maintenant, donc, où est-ce que cette décision nous laisse? Et c'est pour ça que je vous disais avant, obscène, ridicule, absurde. Parce que cette décision nous a mis dans la position absurde et obscène en même temps, de devoir nous asseoir à la table, à discuter avec celui qui est en train de commettre le génocide, de discuter si effectivement ils étaient en train de mettre toutes les mesures dans leur pouvoir pour éviter de faire ça, ou ça, ou ça, de faire rentrer l'aide humanitaire, s'ils respectaient ou pas la proportionnalité, la distinction, etc. Pendant tout ce temps, effectivement, Israël a présenté son premier rapport, des mensonges. L'Afrique du Sud a dû répondre donc à ce rapport, il y a eu d'autres réponses, etc. Pendant tout ce temps, 17 000 Palestiniens ont été tués. Voilà. Donc, vous voyez, la Cour, et je ne dis pas à nouveau, mon argument, c'est pas de dire abandonnez le droit, n'allez pas à la Cour. Non, non, faites la Cour, faites les institutions du droit international et les cours internationales responsables de leurs décisions. Oui, et utilisons la décision de la Cour ou les dimensions positives de cette décision pour avancer les droits palestiniens, mais sans se leurrer, sans nous mentir. On ne peut pas dire aux gens, à nos audiences, « Ah, t'as vu, la Cour a dit... » Non, tu ne peux pas. Il faut que tu leur expliques aussi que la Cour n'a pas fait ça, et ça, et ça, et que tu essayes de faire sens de cette décision. Et quand tu essayes de faire ça, tu te rends compte que, effectivement, la Cour ne l'a pas fait, parce que la Cour a répondu aux mêmes critères de l'administration de la violence dans nos sociétés contemporaines. Et selon les paramètres d'administration de la violence aujourd'hui, on ne peut pas, une Cour n'est pas censée ordonner Israël de s'arrêter. Parce que sinon, cette Cour, elle est antisémite, elle est biaisée, elle est politique, et donc elle doit être démantelée. Et le risque est énorme, effectivement, on le voit avec la Cour pénale internationale, comment elle a été délégitimée, etc. Et donc, mon interprétation, c'est que la Cour internationale de justice a eu peur de ces mêmes relations de pouvoir, et elle a cédé. À tel point que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la présidente de la Cour était une nord-américaine à l'époque, c'est celle qui a lu la décision, Donna Webb, et elle a donné une conférence après, parce qu'elle a fini son mandat à la Cour juste après qu'ils ont rendu la décision, et elle finit son mandat, donc elle quitte la Cour, et elle profite, maintenant qu'elle n'est pas un membre de la Cour, pour donner une interview à CNN. Et elle a voulu donner cette interview, d'après elle, pour expliquer la décision de la Cour, parce que, d'après elle, cette décision avait été mal interprétée. Et donc, Donna Webb à CNN dit qu'en fait, ce n'est pas vrai que la Cour ait dit qu'un génocide est possible à Gaza. Elle dit, la Cour a dit, et elle a raison, quand vous lisez le texte, etc., effectivement, la décision ne dit pas un génocide est possible à Gaza. La décision dit que
les droits des Palestiniens à être protégés contre des actes génocidaires sont possibles. Ces droits sont possibles. Mais Donna Haraway est un avocat. Donna Haraway est un juge très expérimenté et elle sait que la seule façon censée d'interpréter cette formule, donc les droits des Palestiniens à être protégés des actes génocidaires sont plausibles, la seule façon censée d'interpréter cette expression est de conclure que si quelqu'un a le droit d'être protégé des actes génocidaires, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de les commettre. Et donc, vous voyez, quand elle a dit ça, cette femme, elle a fait une moquerie de sa profession, en fait, de toute sa carrière. Et pourquoi elle l'a fait? Écoutez, la seule raison que j'ai, en fait, c'est qu'elle a voulu se protéger pour garder, peut-être protéger sa famille aussi. Hein. Rappelez-vous de Bensouda, qui était la procureure de la Cour pénale internationale, qui nous raconte qu'elle a reçu des mecs du Mossad dans son chambre d'hôtel, qu'on la suivait, qu'on la menaçait de mort, elle et ses enfants. Donc, effectivement, ces gens ont peur. J'ai l'impression que Donna Haraway a aussi cédé à cette peur, à ces relations de pouvoir, et elle a fait une moquerie, pas seulement de sa profession, mais d'elle-même, en fait. Et donc voilà, je voudrais juste finir pour vous dire que tout ce que je vous dis ici, je sais que ce n'est pas des très bonnes nouvelles, mais ça nous permet en fait, de justifier la conclusion que je vous avançais au début, c'est-à-dire que si le droit international et le système légal international en général, court inclus, et le produit des relations de violence, de domination et de pouvoir, et ces pratiques reflètent ces relations de domination et de pouvoir, et c'est très simple. Donc effectivement, la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que le droit n'a la force que la force de la force qui est derrière le droit. Et donc voilà une nouvelle raison. Voilà une nouvelle raison pour s'engager dans cette voie, pas comme la seule voie, parce que le droit ne va pas nous libérer, mais le droit accompagné d'une forte, systémique, cohérente organisation populaire, sociale et politique. Je crois que ça pourrait rendre quelques résultats même surprenants. Et donc je vous invite à peut-être à réfléchir, même si vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi, mais à réfléchir, et peut-être que vous trouverez quelques pistes qui vont vous aider à éviter le cynisme et à adopter plutôt qu'une position cynique, une position critique. Maintenant, je voudrais juste finir, et ça va me prendre 1 minute, en adressant, en m'en occupant de la question de l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que c'est un sentiment qu'on a tous, j'imagine. Moi, je l'ai très souvent. Le coût de la résistance et du 7 octobre, est-ce que ça valait la peine, etc. Écoutez, d'abord, je vous dirais, je ne crois pas que cette question soit la question importante. Je crois que la question importante est de se demander est-ce que les Palestiniens avaient une alternative à ça? Et je ne crois pas. Combien de temps de plus? On était déjà à 17 ans, 20 ans de siège total. Il y avait des générations qui ne connaissaient pas l'autre côté, qui n'étaient jamais sortis. Combien d'années doivent attendre les Palestiniens, etc. Donc, moi, je vous dirais plus. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, et ce n'est pas une conclusion à moi, pour être honnête. Je crois que Fanon la suggère très souvent, c'est que la violence que l'opprimé et le colonisé exercent sur le colonisateur est aussi une violence imposée sur le colonisé. Vous voyez, on est aussi victime de cette violence. On a tout essayé.
on a négocié, on est allé à la cour, on a utilisé le droit international, on a fait des concessions monstrueuses en termes de territoire et d'autres choses. Et rien n'a marché. Donc, c'est pas un appel, hein, c'est pas un appel à rien, c'est juste des pistes pour penser les positions palestiniennes et notre rapport au 7 octobre, etc. Maintenant, l'échec. Et je voulais partager ça avec vous parce que si vous le sentez, cette frustration, cette tristesse et cette désespération de regarder et de se dire est-ce que c'est un échec? Et je voulais finir et faire référence à ça en citant un philosophe français que j'aime beaucoup, que je trouve très grave, qui s'appelle Alain Badiou. Et Alain Badiou, dans l'hypothèse communiste, qui est un de ses bouquins, il a un chapitre. Le chapitre premier de l'hypothèse communiste, dans une des versions, parce qu'il y a plusieurs versions, mais dans la version que j'ai, c'est le premier chapitre, il est intitulé « Qu'est-ce que c'est qu'un échec ?» Et là, Badiou explore l'idée de l'échec. Et il nous dit, écoutez, il y a plusieurs sortes d'échecs. Il y a l'échec de ceux qui se sont battus, mais qui ont été vaincus. Ce qui arrive tout le temps, on se bat et on perd. Et cet échec, dit-il, demande une analyse de rapport de force pour être mieux préparé pour la prochaine fois, etc., etc. Après, il dit, il y a d'autres échecs qui répondent, par exemple, comme on l'a vu très souvent dans des mouvements politiques contemporains, répond au fait que l'action avait été initiée par un mouvement politique qui n'avait aucune volonté de pouvoir. On le voit que quelques mouvements au Chili, par exemple, mais aussi les Gilets jaunes, qui étaient contestataires, mais qui ne proposaient pas, en fait, un changement ou un projet. Donc, voilà. Et il dit, bon, cet échec-là, il demande une autre type d'analyse, etc. Et comme ça, il explore plusieurs formes d'échecs. Et après, il dit, mais rappelez-vous, un échec n'est jamais un échec, sauf si cet échec vous pousse à abandonner l'idée qui vous inspirait. Si vous n'abandonnez pas l'idée, ce n'est pas un échec. Bon, et pour ça, il disait, laissez-moi vous illustrer cette idée avec un exemple mathématique, des mathématiques. Il dit, Palt, un mathématicien du 16e, je crois, cité par Badiou là, a proposé un théorème qu'il avait cru résoudre. Mais en fait, il ne l'avait pas résolu. Il s'était trompé. Et pendant les derniers siècles, beaucoup de mathématiciens ont essayé de résoudre le théorème. Et on a échoué, jusqu'à ce que, dans les années 60, dit Alain Badiou, il y a un mathématicien indien très smart, qui a finalement donné une solution au théorème. Et il nous dit, Alain Badiou, nous dit, voyez-vous comment il ne fallait pas abandonner? Il ne fallait pas abandonner le théorème. Et cette expérience, on peut parfaitement l'extrapoler aux politiques. Voyez? Et quand on fait ça, on peut regarder d'une façon complètement différente ce qu'on voit aujourd'hui comme un échec. Parce qu'Alain Badiou dit, vous voyez, en fait, si vous regardez à cet exemple mathématique, vous vous rendez compte que tous les échecs d'avant n'étaient pas vraiment d'échecs, mais ils étaient des moments dans l'histoire de la justification du théorème. De la même façon, en politique, dit-il, les échecs du moment pourraient être vus comme pas d'échecs, mais en fait des moments dans l'histoire de la justification de nos idées. Et il finit en disant, en citant Mao, et il dit en citant Mao dit, parce que si l'objectif des pouvoirs réactionnaires, coloniaux et impériaux est de détruire et échouer, détruire et échouer, détruire encore et échouer encore, et ainsi jusqu'à la destruction totale, l'objectif des peuples en lutte devrait être lutte et échoue, lutte
lutte et échoue, lutte à nouveau et échoue à nouveau, et ainsi jusqu'à la victoire. Merci.